Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro débrief de match, débrief de victoire. L'OGC Nice l'a emporté au stade Francis Leblay 1-0 contre le stade brestois d'Éric Serge Roy. Une victoire sur le plus petit des écarts, 1-0. Le sixième but de la saison d'Evan Guessant. Le gym enchaîne, voilà, il faut jouer des équipes qui jouent la LDC en fait pour voir l'OGC Nice gagner après la victoire contre Monaco, après la victoire contre Brest. On joue la semaine prochaine contre Lille, hein, voilà, suivez cette logique. Pour revenir sur cette rencontre et puis aborder certains points euh, positifs, il y en a beaucoup après ce match-là. Pas que. J'ai le plaisir déjà d'accueillir voilà, un revenant, un énième retour. Il avait fait le numéro des conclusions hâtives que je vous invite à aller checker d'ailleurs, notamment la partie sur Evan Guessant en fin de numéro. C'est Anto. Comment ça va, Anto? Bah écoute, ça fait plaisir d'être là, de revenir, en plus avec une victoire, surtout, c'est très important. Et puis bah, pour vous lâcher une petite stat, Optamat nous a signalé qu'on avait pris plus de points contre Brest sur ce match que la saison dernière. Voilà. Voilà, et qu'on avait marqué plus de buts sur l'ensemble des deux matchs que l'année dernière sur les deux matchs contre Brest. Donc on remercie Matt pour ces stats, vraiment un plaisir. Et c'est une première dans le Club Pancho. Alors tu avais fait plusieurs libres antennes, au moins deux de mémoire, Pierre. Ouais, c'est ça. C'est Pierre d'ailleurs que j'accueille dans ce numéro. Comment tu vas? Bah, ça va très bien. Enfin, on en Ouais, parlait depuis un moment. c'est ça. Ça fait plaisir d'être là. Et avec plaisir, messieurs, l'OGC Nice enchaîne, deuxième victoire consécutive. C'était aussi l'occasion de récupérer un certain nombre de joueurs. Voilà, il y a eu les retours de Dante après Monaco, les retours de Ndombele, retour de Barr qui n'a pas joué, entre autres. Déjà, Anto, peut-être avant de rentrer dans le détail, à froid, tu gagnes 1-0 à Brest après avoir enchaîné Monaco. On commence à retrouver de la régularité. Le gym est cinquième. Euh, Est-ce que la saison est véritablement lancée pour autant? On verra, je pense que c'est à la fin de la semaine et surtout après ce match de Coupe d'Europe jeudi qu'on pourra avoir vraiment des réponses sur notre état actuel. Mais en tout cas, on a changé d'état d'esprit après le match à Budapest. J'étais très énervé en sortant du stade à Budapest et le fait est que sur ces deux derniers matchs, on a revu un vrai état d'esprit pour gagner les matchs et puis pour les subir, donc c'est vachement cool. Pierre, est-ce que finalement l'électrochoc de Budapest est en train de redonner on va dire un nouveau souffle aussi à cette saison? Tu récupères aussi des joueurs importants dans le 11. Euh, on aurait signé des deux mains pour cette victoire à Brest, forcément. On reviendra en détail, mais c'est quand même un petit exploit qu'a fait l'OGC Nice. Effectivement, je partage ce que disait Anto. J'étais assez en colère en sortant du à Budapest et même dégoûté de la performance. Et là, bah, il me redonne le sourire après ces deux matchs-là. Il y a peut-être eu, effectivement, c'était peut-être l'électrochoc qu'il fallait, ce non-match qui a permis derrière de revenir avec deux grosses prestations face à deux très beaux adversaires. Donc, c'est des victoires qui compteront face à des concurrents directs pour l'Europe, qui sont très importantes. Effectivement, le retour des blessés va permettre à Francaise d'avoir plus de solutions, notamment aussi dans sa rotation. C'est très important. Il le signalait dans Gym Tonic vendredi dernier. Donc, c'est très important d'avoir plusieurs solutions, surtout avec ces semaines à trois matchs. Et ça va permettre aussi d'avoir, même dans un 11, plus d'automatisme entre les joueurs, de pouvoir travailler ensemble. Donc, c'est forcément positif. Les absents n'expliquaient pas forcément toutes les causes du fait qu'on n'avançait pas forcément en début de saison. Mais c'est vrai que ça peut être un casse-tête en moins si on arrive à récupérer la majorité de l'effectif. Alors, figurez-vous que depuis que Eric Roy est entraîneur du Stade Brestois, il y a eu donc 34 matchs à domicile et c'est seulement la septième défaite connue par cette équipe. Donc voilà, c'est important aussi de mettre en perspective cette victoire parce que, au-delà du fait que Brest ait été l'équipe un peu tendance suite à la saison dernière, et puis l'équipe surprise aussi, hein, qui a permis aussi de voir ce parcours en Ligue des Champions. C'est quand même une belle victoire qu'il ne faut pas sous-évaluer, en tout cas, et qui s'est construite principalement après une première mi-temps démarrée mollement, où Nice a eu du mal à rentrer dans son match pour ensuite dérouler, maîtriser cette première mi-temps
et scoré par l'intermédiaire de Van Guessant. Ouais, et puis surtout qu'il faut rappeler aussi que cette année, on n'a pas quand même beaucoup gagné à l'extérieur. Donc le tout corrélé, c'était pas un match facile. Ils ont en plus le vent en poupe avec leur épopée en Ligue des Champions qui se passe très très bien et qui pourrait se terminer par une qualification dès le quatrième match, donc c'est plutôt cool. Et nous, on est arrivé. Je pense pas on a commencé mollement, mais j'ai l'impression que de plus en plus, on apprend à subir, et surtout dans les débuts de match. On l'a vu même contre Monaco ou quoi que ce soit. On arrive à contenir les gros assauts, laisser passer le premier orage, surtout quand tu joues à l'extérieur, et ensuite de reprendre le dessus. Et puis après, on a repris le dessus, et là, c'était vraiment très très beau. Et c'est peut-être notre meilleur 35 minutes depuis, depuis l'Areneos, on peut le dire, parce que c'était vraiment magnifique. Ça a joué en une touche de balle. Il y avait tout le monde qui était positionné au bon endroit. Techniquement, c'était pas si horrible que ça. Donc, non, vraiment très cool. J'adore parce que on est à 5 minutes d'émission et Anto qui te sort la meilleure demi-heure sous l'air Ineos. Ouais. J'allais dire de la saison, mais tu as amplifié le propos, Pierre. Effectivement, bon, 10-15 minutes pour se mettre un peu dans le rythme. Et après, une maîtrise technique, des récupérations hautes, on va dire des automatismes, tu en parlais, qui ont été trouvés, voire retrouvés entre certains joueurs, des mouvements. Voilà, on reviendra sur le but refusé de Shaw, le but aussi de Guessant. Mais voilà, pour toi, peut-être hors ASSE, qui est vraiment un match à part, peut-être la première mi-temps ou du moins les 30-35 minutes référence de cette saison. Alors, je pense qu'effectivement, on a eu une entame compliquée, mais à laquelle je m'attendais. Derrière, effectivement, on a repris le dessus. Pour moi, c'était du même niveau que la première mi-temps à Nantes, sauf que bah, la différence, c'est que sur cette première mi-temps, on marque, contrairement au match face au FC Nantes. Mais je pense que dans les intentions, ouais, on était à peu près sur le même niveau. On fait des très belles premières mi-temps, je trouve, cette saison. Parce que dans la même mesure, d'ailleurs, il y avait cette première mi-temps contre le PSG aussi, qui était de très bonne facture. Donc, je trouve qu'on gère plutôt bien nos premières mi-temps. Et là, encore à Brest, en plus à l'extérieur, face à une équipe qui imposait quand même un gros pressing, hein. Brest, c'était assez technique, ça jouait quand même assez fort. On a su passer effectivement ce premier orage pour derrière réussir à se projeter et à créer de belles situations. On a mis notre empreinte technique sur ce match. Voilà, on a montré notre supériorité en première mi-temps et ça nous a permis de nous créer ces situations dont on va donc parler. Avant de démarrer sur le match, déjà peut-être un choix de composition qui mérite, je pense, d'être débattu. C'est ce retour déjà de Youssouf N'Déchimé dans le 11 de départ, mais à un poste alors, inhabituel cette saison, celui de double pivot qu'il a formé avec Pablo Rosario. Anto Franquez l'a dit lors de l'émission chez Jim Tonic, en disant que l'option numéro 1 pour lui, c'est être défenseur dans cette charnière à 3. Néanmoins, on l'a vu démarrer dans un double pivot. Pour toi, clairement, tu en penses quoi de ce choix-là? Et à ton avis, quelle est ta préférence par rapport à ces deux options? Bah, je pense, bah, moi, tu sais très bien que déjà, je plaidais pour avoir Youssouf au milieu de terrain dès le début de la saison. Maintenant, la complémentarité, que ça soit avec Rosario ou avec Boudaoui, elle peut être très limitée. C'est là un peu le souci. Et pour l'instant, Ndombele n'était pas en forme, mais on en aura besoin jeudi. Donc, je pense que c'était à peu près normal de voir ce milieu affiché, surtout que Rosario sera pas là jeudi. Donc, je le comprenais le choix. Et je pense qu'on va être amené à le revoir. Et je pense pas qu'on va revoir Youssouf très vite en défense. Alors, s'il faut, je me trompe et jeudi, il est titulaire. Mais avec la montée en puissance de nos défenseurs centraux et qui sont en train de vraiment être au niveau, et le manque qu'on a au milieu entre tous les blessés, et puis même peut-être là où on a le moins de monde à afficher chaque week-end, je pense qu'on va être amené à le revoir un petit peu au milieu, déjà dès jeudi. Et peut-être qu'avec le retour de tout le monde, on le reverra plus en défense centrale, mais je pense que pendant un moment, il va faire un tour au milieu. Et c'est pas trop pour me déplaire parce que je trouve que c'est pas si inintéressant que ça. J'ai quand même l'impression, Pierre, tu vas me donner ton avis, que sur le début de saison, on avait vu un Youssouf assez solide qui arrivait à trouver une régularité. On sait que c'est un joueur qui est régulièrement blessé. Néanmoins,
des situations dans lesquelles il a été responsable aussi, coupable, ont entraîné des buts. On pense voilà, à cette situation à Rome, à Marseille aussi, où il n'est pas exempt de tout reproche. En fait, c'est assez contrasté cette période en défense, il a été bon, il a été intéressant, mais coupable d'erreurs. Est-ce que c'est pas forcément quelque part plus intéressant, plus cohérent, Pierre, de le voir au milieu de terrain, de le voir hier soir sobre, efficace, pas forcément transcendant balle au pied, mais bon dans les duels, et puis avoir un jeu un peu plus épuré. Parce qu'on sait qu'en défense centrale, tu es amené, dans le jeu de Franck Hez, à avoir de la liberté et à tenir la balle, comme on l'a vu hier avec Abdelmonem ou Dante. Alors déjà, premièrement, c'est vrai que il y a la rotation oblige avec les 3 matchs. Quand j'ai vu cette composition-là où il était au milieu avec Rosario, j'étais pas forcément emballé parce que je trouve que c'est des joueurs, Rosario aussi qui a joué en défense centrale, c'est des joueurs plus à vocation, je trouve, défensive. Et donc je me suis dit les deux alignés ensemble, j'avais peur que ça donne pas assez de jeu vers l'avant. Au final, ça n'a pas tant été le cas que ça. Et j'ai été satisfait à ce niveau-là. C'est vrai que Youssouf, c'est un joueur un peu couteau suisse qui peut, je pense, en fonction des besoins de l'équipe, en fonction des blessés, qui pourra dépanner aux 2 postes. Euh, En défense, je pense qu'il a besoin d'être avec un joueur comme Dante pour être canalisé, parce qu'effectivement, c'est un joueur qui parfois peut faire des tacles déjà un peu violents, et puis qui peut aussi être coupable d'erreurs. Des fois, j'ai l'impression qu'il manque sur certains matchs de concentration, c'est-à-dire qu'il va faire un très bon match dans l'ensemble, et puis il y aura peut-être 1 ou 2 erreurs de concentration qui vont venir ternir sa performance, ce qui est dommage. Mais après, c'est vrai qu'hier soir, au milieu de terrain, il a apporté voilà, la puissance qu'il fallait, il a bien quadrillé le terrain et accompagné d'un Rosario, c'est pas les joueurs les plus techniques qui soient, mais c'est des joueurs importants sur lesquels on peut se reposer justement pour relancer l'équipe, pour mettre quand même un peu de mouvement et ça, il a encore une fois été utile ce soir à ce niveau-là. Alors, forcément, si on parle de cette première mi-temps, il y a un homme qui a été quand même assez exceptionnel. Et Gianni Boga. voilà, ça commence. Attends, Pardon, pardon, non, non, on arrive un peu plus tard pour le cas Boga, mais c'est Ali Abdi, messieurs, déjà auteur de son premier but en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. Et hier, en première mi-temps, il a été exceptionnel on va dire d'énergie, d'apport, de proposition. À un moment, il y avait une stat qui disait que voilà, essentiellement, ça passait sur la gauche. Et puis, ça marchait très bien. Un coup, Boga était dans la largeur, un coup, Abdi était dans l'intérieur et vice-versa. Euh, Collectivement, c'était fluide. Et puis, il y a ces 2 passes décisives, si on compte ce but, où les centres sont de qualité. Et puis, même défensivement, j'ai envie de dire en deuxième mi-temps, où on l'a peut-être un peu moins vu, mais on nous le présentait comme étant limité. Et en fait, bah, voilà, une bonne qualité de tacle et de l'énergie, de la grinta, voilà, de l'humilité aussi en interview mi-temps. Euh, de là à dire, Anto, est-ce que c'est peut-être pour toi la meilleure recrue de la saison? On s'emballe, mais honnêtement, c'est une Ah super bon, surprise, quoi. Bah, de toute façon, quand tu fais le rapport qualité-prix, forcément que c'est très très bon. Donc, déjà, à partir de là, il faut rappeler qu'on l'a payé zéro. Qu'on récupère un joueur déjà qui est, alors, pas expérimenté du très haut niveau européen, mais du moins qui a 30 ans, donc qui a plus dans sa tête que des jeunes. Et puis surtout, on récupère un mec. Alors, au-delà même de parler de technique, de tactique, de ce qui se passe sur le terrain, c'est la tête de ce mec. Ce mec-là, il va au charbon pour le maillot, pour ses coéquipiers. C'est le premier à aller défendre les autres. C'est ce qu'on montait terriblement et je pense que tous, on s'en rappelle, que ce soit pendant les libres antennes, on en a tous parlé, pendant les clubs pancho, les débriefs, etc. La mentalité de l'équipe, elle n'était pas très bonne les saisons précédentes sur plein d'aspects. Et ce mec-là, je trouve qu'à lui seul, déjà, il a ramené quelque chose et ça a conduit sur d'autres joueurs de l'effectif. Peut-être qu'on en parlera plus tard parce que c'est un sujet que je voudrais aussi t'avancer, Pancho, et savoir ce que vous en pensez. Mais ce mec-là, dans la mentalité, est ouf. Il a de la vista. Il sait comment un peu pousser les autres un peu dans les nerfs. Et du coup, tu les vois, les mecs sont moins bons face à lui.
Et puis après, une débauche d'énergie énorme. Le mec, pendant 70 minutes, il court comme un fou. D'un coup, sur un compte, de l'autre côté, il part tout seul. Enfin, tu vois qu'il kiffe être là, il est trop content et il a tellement à montrer. Et il est en train de montrer qu'il est au niveau. Et on est là à se poser la question de où on met Melvin Barr maintenant. Donc, c'est fort. C'est très, très fort. Pierre, ton avis sur le match d'Abdi qui, semaine après semaine, déjà enchaîne à profiter de la blessure de Melvin Barr. Là, Melvin Barr, hier, n'a pas joué. On y viendra un peu dans la gestion des rotations de Francaise. Mais quelle belle surprise, quelle bonne surprise de voir un joueur qui apporte autant déjà d'énergie et puis, comme l'a dit Anto, qui apporte du caractère, de la personnalité qui manquait peut-être sur les dernières saisons de l'OGC Nice. Ouais, c'est une super découverte. Objectivement, pour moi, c'est toujours un mystère de savoir pourquoi ce joueur était toujours en Ligue 2 à 30 ans. D'ailleurs, c'était ma grosse interrogation et les doutes que j'avais sur lui, c'était par rapport à ça. Je m'étais dit, c'est quand même étonnant. Bon, c'est peut-être aussi les aléas d'une carrière, mais c'est un joueur surprenant dans la mentalité qui effectivement a tout pour plaire au peuple rouge et noir. Et puis, au-delà de ça, il délivre des caviars comme on n'en avait plus vu, je pense, depuis pas mal d'années à l'OGC Nice. Déjà passeur donc il marque ce but contre le PSG, il est passeur contre Monaco. Je sais plus depuis combien de temps on n'avait plus marqué sur coup franc, mais et là il vient déposer ce caviar sur la tête de Guessant. Et là il remet ça par deux fois. Donc première fois par chaud, malheureusement but refusé. Et puis derrière ce nouveau le même centre pour Guessant qui cette fois marque. Et ouais, c'est un joueur surprenant de journée en journée. On sent qu'il est capable de monter en puissance et il répond également présent au niveau de la mentalité. Il en fait pas trop. Voilà, il vient défendre ses coéquipiers quand il faut, il vient râler quand il faut râler et il est dans le juste et voilà, j'espère qu'il va continuer comme ça. Et effectivement, il est très complémentaire à Barr parce qu'il a un profil plus offensif. Et juste, je vais nuancer. En fait, je pense qu'il était critiqué par les supporters caennais, car il jouait dans un système à 4 défenseurs. Et effectivement, dans un système à 4, c'est peut-être plus compliqué d'avoir un joueur aussi offensif qui ne revient pas défendre. Mais justement, dans ce système à 5 de Hez, en tant que piston gauche, il a un rôle extrêmement complet et il fait parfaitement le taf. Ouais. Mais juste pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre, je pense que on apprend beaucoup sur les dernières saisons à Nice. On a eu le cas Melvin Barr qu'on a beaucoup critiqué, moi le premier, je le dis. Et je pense qu'on personne ne se voyait le voir autant progresser à Nice. Et on a appris qu'il fallait laisser du temps aussi aux joueurs. Maintenant, on veut tout trop vite. Et là, je pense qu'avec Ali Abdi, on a un beau message. Et il y en a un autre, c'est Abdelli qui est à Angers. C'est un joueur dont on parlait chez nous aussi, qui est en train d'être très bon en Ligue 1 dans une équipe qui a du mal. Et je pense qu'il faut qu'on arrête d'avoir ce préjugé de parce que le mec est un peu plus âgé que 23, 24 ans et qui joue en Ligue 2, il n'est pas capable de jouer en Ligue 1 et au haut niveau. Et c'est bien, ça va nous permettre peut-être de s'ouvrir un peu plus de portes aussi sur les mercatos. Parce que clairement, c'est une super pioche. Et même si on l'avait pas payé 0, on l'avait payé 1 million. Pour 1 million d'euros, tu as un joueur qui est prêt, qui est solide. Et il y aura peut-être des joueurs qui n'y arriveront pas, mais en tout cas, peut-être qu'il faudra mieux juger les joueurs à l'avenir sur ceux qui arrivent d'un échelon en dessous. Et c'est une bonne leçon aussi. Ouais, je te rejoins complètement, Anto, et puis même les jeunes joueurs. Melvin Barr a montré qu'il fallait lui laisser du temps. Là, le cas le plus récent, et je suis désolé, mais c'est Evan Guessant. Lorsque, Hmm. voilà, il y en a certains qui ont mal compris le fait que ça allait être notre numéro un devant, que le club lui faisait confiance. Là, aujourd'hui, j'ai pas envie de dire qu'il met tout le monde d'accord, mais presque. Il est performant Hmm. de semaine en semaine, il met des buts. Il a atteint son total de buts de l'année dernière en 34 matchs. Il est déjà à 6 en 10 matchs. Donc effectivement, voilà, c'est important. Et juste pour vous rappeler qu'un joueur qu'on a recruté il y a quelques années au même poste, Racine Colli, a coûté 3,5 millions d'euros. Voilà. Ap- Après, seul joueur à avoir marqué du bicou chez nous. C'est vrai, c'est vrai. C'était à Rennes. Ouais, je crois. Ouais, Ouais. Ouais. ouais, en toute fin de match. Ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. On s'en Facile. rappelle. Ali Abdi, voilà. Déjà, noté, comment dirais-je, Aiglon du match à 85%, d'une manière totalement totale, quoi. J'ai envie de dire un match qui aura mis tout le monde d'accord. Euh,
Un mot peut-être sur le but refusé de Shaw avant de revenir à celui de Guessant. Alors, on en a un peu discuté avant l'émission. Bon, déjà, moi, je vais donner mon avis. Bon, je n'étais pas au stade. J'étais devant ma télé. Déjà, aucun ralenti clair de la réalisation qui te permet de te faire une idée, toi, en tant que Totalement. téléspectateur. C'est-à-dire que tu te doutes que c'est Guessant qui gêne Bizot à ce moment-là, parce que sinon, il n'y a pas d'autre hors-jeu. Tu t'en doutes. Tu supposes, parce que, on va dire qu'on a quelques connaissances basiques du football, mais tu ne peux pas le confirmer. Ça, c'est la première chose. Réalisation horrible. Et, messieurs, cette situation-là, elle renvoie aussi à une autre problématique qu'on a déjà évoquée, qu'on évoque depuis quelques années, c'est la sonorisation des arbitres. Je veux dire, à un moment donné, si Turpin justement explique sa décision en disant bon ben voilà, Guessant était positionné sur, on va dire le- la trajectoire du ballon, donc il est considéré comme ayant fait action de jeu sur le, le tir de Shaw, d'où le fait qu'il était refusé. Enfin bref, voilà, c'est clair, on est d'accord ou pas, mais quelque part on l'entend. Là, on n'a aucune indication. Donc, Anto, toi déjà, ton ressenti par rapport au but, est-ce que pour toi, il a été justement refusé? Ouais, déjà, honteux des AZN quand même. Je viens le répéter parce que franchement, c'est catastrophique. Il a fallu attendre la mi-temps pour voir ce qui s'était passé à peu près. Et encore, il n'y a même pas de ralenti, c'est juste il monte l'action. Et donc oui, il y a hors-jeu totalement puisqu'il va taper dans Bizot, Guessant. Donc forcément, il peut. Même si je pense que ça change rien parce que Shaw la met très bien et il y aurait peut-être eu but quand même. Mais on peut pas le savoir. Donc dans le doute, je comprends qu'il y ait hors-jeu et j'ai aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que sur le moment, bah je pense, bon peut-être pas les joueurs, mais en tout cas nous, tout le monde s'énerve pour rien. Alors que bah, tu aurais la sonorisation de l'arbitre qui dit bah, Guessant il allait percuter Bizot. C'est dans le jeu, il a pas fait exprès, mais bah, il y a hors-jeu, du coup il fait action de jeu, pas de problème, on passe à autre chose et 3 minutes après on remarque. Donc tant mieux, tu vois, on a été bon là-dessus, mais c'est vrai que la sonorisation des arbitres, ça nous aiderait tellement sur quelques petites situations que c'est incompréhensible. Pierre, toi, il me semble que hier soir, tu n'étais pas forcément de cet avis-là. Est-ce que depuis hier, ton avis a évolué ou pas? Ouais, effectivement, au moment où je t'ai dit ça, j'avais pas vu les images parce que de toute façon, à la télé, il n'y avait pas eu le replay. Bah, moi, je trouve bon, cette règle, pour moi, elle va pas dans le sens du jeu. Et après, c'est la règle. Mais pour moi, il y avait but, quoi qu'il arrive, dans le sens où elle est tellement bien placée et elle arrive très vite que bah, il y aurait eu but parce que Bizot était trop loin du ballon. Après, sur l'action en elle-même, si on applique la règle, du coup, bêtement, oui, il y a hors-jeu parce qu'il fait action de jeu. Mais et en ayant revu les images, on le voit, mais c'est vrai que c'est dommageable parce que bon, bah, du coup, je pense que j'étais persuadé qu'il y avait but derrière, quoi. Et puis quelques minutes plus tard, bis repetita, alors à la suite d'une phase de possession assez intéressante, décalage, parce qu'on l'a pas dit, hein, mais le but refusé, il y a quand même cette transversale de droite à gauche d'Abdelmonen pour Abdi, Abdi qui se l'amène parfaitement, qui sente pour Shaw, enfin vraiment, autant l'action du but refusé que l'action du but de Guessant, enfin c'est vraiment deux belles actions assez différentes. Et puis voilà, Abdi pour Guessant, ça fait 1-0. Messieurs, Evan Guessant qui enchaîne. C'est son troisième match de championnat où il marque consécutivement à Nantes contre Monaco et contre eh bien, le Stade Brestois. Il est, donc je l'ai dit, à 6 buts sur les 10 matchs joués cette saison. Euh, il semble avoir franchi un step. Anto, j'aimerais revenir avec toi sur comment dire, l'organisation offensive. On a vu depuis quelques matchs que Shaw prenait l'axe, que ça permutait énormément, mais ça lui va bien en fait de partir de plus loin et d'avoir cette liberté-là, alors qu'on voit un Boga peut-être un peu plus fixe à un poste, tantôt en bord de touche ou plutôt intérieur, mais toujours dans la même zone, on va dire. Bah, écoute, avant Monaco, j'en parlais avec mon père et je disais que pour moi, notre meilleur numéro 9, même avec tous les retours, c'était Momo Shaw. Et bah, il est en train de me le prouver que c'est vrai. Alors, tu sais que je suis très fan du joueur et que je pense que ça reste, alors peut-être même maintenant, un autre de meilleurs offensifs parce que Guessant, quand même, faut le respecter. C'est très intelligent de la part
de S parce que en fait Shaw déjà, malgré que le fait qu'on ait l'impression que ce soit une brindille, il résiste au contact, il arrive à récupérer des ballons mi-aériens, peut-être pas très aériens, mais mi-aériens il les récupère, il est solide. Et surtout, on est en train d'avoir une connexion énorme entre les deux parce que Guessant quand il part et qu'il s'appuie sur Momo Shaw, limite il se regarde pas et il se la redonne et c'est tellement naturel et c'est tellement facile que ces deux-là ils vont faire très très mal. Alors on va espérer maintenant pas de blessure et qu'on puisse avoir de la continuité. Et après, pour parler tactique, j'ai trouvé très intéressant et en fait, je pense que c'est pour ça qu'Abdi il a eu beaucoup aussi d'espace et qu'il a été aussi bon hier. C'est qu'hier, on a tendu énormément à droite pour commencer nos actions et même Boga est rentré beaucoup et a joué un peu plus en 10 et que ailier. Ça a libéré l'espace sur la gauche et dès qu'on voyait que les défenseurs se regroupaient près du ballon, on envoyait pour Ali Abdi qui après, techniquement, il a rien raté donc forcément, c'est beaucoup plus simple quand tu rates rien au foot. Mais en tout cas, c'était très intéressant de voir enfin un vrai dispositif pour libérer ton piston parce qu'on ne l'avait pas forcément vu depuis le début de la saison. C'était plus des combinaisons à 3 sur le côté pour libérer Klos. Maintenant, on a cet atout Abdi et il fait très bien le travail, donc c'est très cool. Et j'aimerais vraiment beaucoup voir une attaque avec Boga qui est remplacé par Diop parce que je pense que lui, dans le cœur du jeu, il pourrait faire beaucoup de bien à notre milieu dans la construction et aussi libérer de l'espace pour son piston. Donc, à voir. Pierre, le match de Guessant, l'animation offensive, qu'est-ce que tu en as pensé? On a l'impression qu'une formule a été trouvée déjà avec ce show un peu plus axial qui permute beaucoup avec Guessant, ça déstabilise les défenses. Et puis voilà, Boga, avec une confiance maintenue qui est, j'ai l'impression, un peu dans le creux de la vague. Voilà. Et puis, comme tu le disais aussi en début d'émission, voilà, des automatismes qui commencent à être fluides. Et on l'a vu aussi que devant, c'était beaucoup plus clair, quoi. Alors déjà, c'est vrai que Guessant a encore une fois fait un excellent match et au-delà de son but, hein, on voit que c'est un joueur qui a une palette technique assez large. Il est capable de percer, qu'on avait également vu contre Monaco. Voilà, c'est un joueur très complet. Et ça, on oublie parfois de le souligner. Peut-être que dans la communauté OGC Nice, on retient que sa finition ratée sur certains gestes. Mais je pense qu'effectivement, il faut souligner tout ce qu'il y a à côté, en fait, tout ce qu'il fait à côté, au-delà dans le cœur du jeu, il participe énormément. Et effectivement, cette complicité avec Mohamed Ali Chaud, moi je l'avais déjà remarqué sur le match face à Saint-Étienne. Alors évidemment, ça reste à relativiser parce que il y avait des plots en face, entre guillemets. Mais j'avais déjà effectivement repéré qu'ils étaient très à l'aise tous les deux et qui n'hésitaient pas à combiner et ça donne des actions concrètes. En plus, c'est deux joueurs voilà, qui techniquement sont très adroits, qui sont assez rapides, donc ils ont des qualités en commun et ils les mettent au service du collectif, donc c'est parfait. Et effectivement, au niveau de Boga, comme je l'ai dit en début d'émission, je pense que c'est un joueur qui gagnerait à simplifier son jeu, qui peut-être devrait jouer voilà, tout simplement plus simple et plutôt que de jouer dans des petits espaces en essayant de dribbler parce que il est trop prévisible auprès des adversaires et c'est dommage. Mais je pense que Hez le garde parce que justement il peut apporter de la vitesse sur son côté gauche et il tente quelque chose, mais je pense que si voilà, si modifie pas sa manière de jouer dans les prochaines semaines, il va avoir de la concurrence, surtout avec la montée en puissance de Dieu. Euh, alors, à sa décharge, quand même, Boga, l'année dernière, c'était très bord de touche. Là, il est beaucoup plus intérieur, Anto. Et en tout cas, c'est une volonté aussi de Hez de le positionner plus proche du but. Mais bon, même si on se réfère aux notes l'équipe et aux notes Nice Matin, bon, qui ne sont pas tout le temps révélatrices, mais bon, on voit quand même un Boga qui a la même note qu'un Moïse Bombito, par exemple, que ce soit l'équipe ou Nice Matin. Comment tu l'as trouvé, toi, Anto? Parce que ça fait quand même quelques semaines qu'on le voit un peu en délicatesse et qui, encore une fois, hier il sort vers le 65e, Hmm. 70e, quelque chose comme ça, Ouais, par là, ouais. qui est remplacé par Sofiane Diop, qui, à la différence de Boga, je vais répéter ce que j'ai dit la semaine dernière, mais rentre avec du mordant, avec voilà, des paroles, une envie, un état d'esprit entreprenant.
alors, je sais pas, on ne maîtrise pas tout, mais moi, j'en attends beaucoup plus de Boga. Beaucoup plus. C'est-à-dire qu'on sait que c'est un joueur différent, on sait que c'est un joueur qui est très fort en un contre un, on sait que c'est. Voilà, qu'il y a un ou deux défenseurs minimum sur lui à chaque fois. Mais que de mauvais choix, même en première mi-temps, il mange la feuille. Il mange la feuille. Je suis désolé encore une fois. Non, mais c'est une cata, hein. C'est franchement, pour pas dire de termes, ce mec n'est pas intelligent. En fait, c'est pas possible. Il fait n'importe quoi. Et pourtant, il a quelque chose dans les pieds, hein. C'est indéniable. Il est quand même très fort. Je pense que c'est le meilleur pour arriver à dribbler sur la ligne de, de corner. Il est très très fort pour ça. Il arrive tout le temps à passer. Mais au bout d'un moment, c'était un peu mieux hier. Honnêtement, moi, voilà, je le critique beaucoup, mais je trouve que c'était un peu mieux. C'était un peu plus. Enfin, en tout cas, il passait des mecs, alors que ça fait 3 matchs qu'il passait plus personne. Mais après, tellement de mauvais choix, ces deux frappes, bah, il a pas envie de marquer en fait quand il frappe. Des fois, j'ai l'impression de voir un peu Evan Guessant. Plus maintenant quand il rate parce que ça arrive, mais en tout cas, peut-être fin d'année dernière, l'année dernière, en tout cas, Evan Guessant où t'as l'impression que dans la frappe, il n'y a rien en fait, il n'y a pas d'âme dans la frappe. Et hier, c'est ce qu'il a fait. Les passes, elles sont pas bonnes. Mais dès que tu te rapproches de cette surface de vérité, mais le problème, c'est que c'est son poste. Et j'en attendais beaucoup de Boga. J'étais très content de son arrivée. Mais au bout d'un moment, en fait, ça commence à faire beaucoup. Espérons juste qu'on le laisse jouer, qu'on arrive à faire une belle vidéo highlight, qu'on sorte en novembre. Comme ça, en janvier, il y a un club anglais, Pigeon, qui pose 25 millions, et il dégage et on prend quelqu'un d'autre parce que il nous amènera rien et j'ai presque l'impression qu'on est obligé de le faire jouer, tu vois, dans un sens. Donc bon, c'est un peu dommage. Mais par contre, comme annoncé, Sofiane Diop arrive. Sofiane Diop arrive, très content pour lui parce qu'il en a bavé. Et bah, juste, il est en train de prouver match par match qu'il est là. Il se pète le crâne, il s'en fout, il revient, il joue, il met de l'intensité. Et là, son entrée, elle fait du bien, malgré tout, dans une période où on souffrait beaucoup. Donc, en fait, il commence à mettre vraiment de plus en plus d'ingrédients, à le voir sur peut-être une longueur un peu plus grosse. Ton ressenti, Pierre, sur, on va dire, le retour de Diop, est-ce que la place de titulaire de Boga dans le 11 est peut-être remise en cause prochainement ou pas, ou on va dire on fait une fixette peut-être euh, un peu dure sur le joueur. Je trouve que c'est. Alors, je suis partagé, dans le sens où je pense que la position d'Anto peut-être est un peu radicale pour moi. Dans le sens, je ne ferai pas partir Boga directement au mercato parce que je pense que c'est un joueur qui est capable, sur un geste, de faire quelque chose. Il faut aussi qu'il retrouve de la confiance. C'est tellement important pour un attaquant. Et il state pas assez, ça c'est sûr. Je pense que ça le pèse aussi parce qu'il a été recruté pour ça, hein. On parle quand même d'une somme de 18 millions quand il arrive. Il a été recruté donc pour aussi faire des stats, pour gagner des matchs, parce qu'on sait justement il a ce profil de joueur pour faire gagner des matchs. On se rappelle de ce derby à Monaco où on gagne à la dernière minute grâce à lui. Donc je pense que c'est un joueur qui doit retrouver de la confiance, mais effectivement, avec les performances actuelles et la montée en puissance de Diop, la place de titulaire peut être menacée. Ça, c'est une évidence. Par contre, je pense également qu'avec tous les matchs qui arrivent, Boga va forcément toujours avoir des titularisations. Déjà par rapport à sa place effectivement dans le vestiaire et le fait qu'il a un certain statut, et aussi avec le fait de toute façon qu'avec l'enchaînement des matchs et la potentielle fragilité de Diop, Hez prendra pas le risque d'installer Diop définitivement sans alterner avec Boga. Et puis avec le nombre de matchs importants, le fait qu'il y ait 5 changements, c'est vrai que le statut de titulaire et de remplaçant n'est plus le même qu'il y a quelques années. Il y a tellement de turnover que finalement on a besoin d'avoir un groupe on va dire de 18-19 joueurs qui soient ultra compétents et surtout disponibles tout de suite. Justement par rapport à ça, donc bon, on a vu une deuxième mi-temps un peu plus compliqué, où on a fait le dos rond, comme vous avez dit. Mais il y a aussi quelque chose, je trouve, qui est très positif. Vous allez me dire ce que vous allez en penser, en commençant par toi, Anto, c'est la gestion des rotations. Parce que hier, Barr ne joue pas, mine de rien.
Donc retour de blessure, il avait fait un très bon match contre Monaco. Ndombele joue 10-15 minutes. Shaw sort à l'heure de jeu. Guessant souffle en fin de match. Voilà, on sent que ça commence à revenir et que le fait d'avoir du nombre et de la qualité, ça te permet aussi des rotations sans pour autant perdre au change. C'était aussi un point très positif hier après-midi. Ouais, ouais, c'était vachement mieux. Je suis très critique envers les changements de S. Des fois, je comprends pas trop. Et des fois, j'ai mes des doutes là-dessus. C'est une des seules choses qui me chagrine beaucoup de son côté. Là, je l'ai trouvé plutôt bon. Le seul point négatif, c'est que moi, j'aurais pas fait rentrer Moukoko à la fin, j'aurais fait rentrer Bonani pour plusieurs raisons. Et même tactiquement, je pense que c'est plus facile de garder un ballon avec un Bonani qu'un Moukoko. Surtout quand tu souffres autant. Mais sinon, globalement, c'est mieux. Et en fait, on se rend compte que malgré tout, on s'est beaucoup plaint d'avoir beaucoup de blessés, etc. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont eu la chance d'enchaîner les matchs et qui l'auraient peut-être pas fait avec un groupe complet. Et aujourd'hui, on peut se dire qu'on a 14-15 joueurs qui sont au niveau, qui sont capables de jouer. Et si on a tout le monde, on va vraiment avoir un groupe compétitif. Peut-être qu'aujourd'hui, Abdelmonem, on en reparlera plus tard, mais on est tous en train de se dire qu'il progresse et qu'il se rapproche de plus en plus d'avoir le niveau qu'on attend de lui. Il y a encore des choses à régler. Mais le fait qu'il a enchaîné les matchs, il ne l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas eu d'absent. Et bien aujourd'hui, on a quelqu'un qui est capable de vraiment aller jouer en Coupe d'Europe ou aller jouer en championnat contre des belles équipes. Et ça, c'est pour plusieurs joueurs, c'est le cas. Donc aujourd'hui, on a un vrai groupe. Espérons que vraiment tout le monde revienne. Il manque encore quelques joueurs. Mais en tout cas, on a de belles perspectives sur notre groupe et sur l'avenir de la saison. Bon, on y viendra dans un deuxième temps pour se projeter sur le match de jeudi soir qui est déjà essentiel au futur de l'OGC Nice en Coupe d'Europe. Mais Pierre, ouais, ce turnover opéré en cours de match, ces rotations, finalement, tu préserves aussi des joueurs importants, Melvin Barr, Tanguy Ndombele, Mohamed Ali Chaud, tu fais tourner aussi Jérémy Boga, même s'il est un peu plus en difficulté. Finalement, tu es prêt à aligner quasiment une équipe type contre Twente, avec voilà, cette question au milieu de terrain, avec la suspension de Rosario. On se doute que Ndombele commencera. Il n'est pas impossible de voir le petit Siaga Kamara aussi, qui n'a pas encore été titulaire, qui aura sans doute du temps de jeu, alors soit contre Lille, soit contre Twente. Mais voilà, c'est aussi un point positif, c'est de ne pas avoir eu cette dynamique aussi pour le match de jeudi soir. Ouais, effectivement, c'est vrai que la rotation, de toute façon, elle est nécessaire avec cet enchaînement de matchs. Et bon, la trêve souvent critiquée fera quand même du bien, je pense, aux joueurs. Et je pense queEz, effectivement, a très bien géré ce match face à Brest. J'avais également été très critique envers ses coachings avec des changements que je trouvais parfois tardifs sur les derniers matchs, notamment à Nantes, hein, où je sentais le but arriver et au final, il avait attendu le but d'Ablin pour faire rentrer deux joueurs. Et là, effectivement, sur ce match de Brest, il a parfaitement géré son effectif de la première à la dernière minute, en prévision effectivement de ce match jeudi contre Twente. Et ce que je trouve top, c'est que effectivement, on va pouvoir aborder ce match. Alors, il y avait 5 jours quand même entre les deux, donc ça allait. Mais voilà, on va pouvoir commencer ce match-là sans que les joueurs soient émoussés, je pense, et avec d'autres options. Mais on le sait, hein, on le voit, il y a de nombreux joueurs, il n'y a pas qu'un 11 dans ce groupe. Et c'est ça aussi peut-être qui nous manquait ces dernières années, c'est d'avoir un groupe assez étoffé pour pouvoir aborder différents tableaux. Et là, Hez a différentes solutions à disposition et il va pouvoir mettre, j'en suis persuadé, la meilleure compo possible jeudi pour gagner cette première victoire en Ligue Europa. Victoire qui sera nécessaire pour suivre le parcours européen. Messieurs, Melvin Barr, est-ce qu'il y a du souci à se faire là? Dante revient, Abdi est au top. Anto, tu l'analyses comment? Parce que bon, on avait déjà eu, on va dire, quelques interrogations sur son profil de piston gauche lorsqu'on a vu que Francaise allait être le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Est-ce que pour autant, alors je ne vais pas parler de déclassement, mais
Mais bon, il va y avoir de la rotation faite avec Abdi sans doute, mais dans l'idée de jeu, un Abdi correspond beaucoup plus à un Bar dans ce rôle de piston gauche. Oui, mais en fait, j'ai pas envie d'oublier Barr parce que Barr, en fait, c'est tellement dur parce que le joueur se donne tellement, progresse tellement parce qu'en vrai, même cette saison, il a progressé. Et mais même quand on l'a vu piston, c'était pas si mal que ça. Alors certes, il n'y a pas la même qualité offensive, mais en tout cas, il se la donne et l'état d'esprit est tellement incroyable qu'en fait, ça m'embête de plus le faire beaucoup jouer, tu vois. Maintenant, l'autre, il est trop fort. En fait, il arrive et il montre, bah, il dit c'est moi le titulaire en fait. Donc le choix, il va être compliqué. J'ai bien aimé Barre dans une défense à 3 personnellement. Je pense qu'avec certains automatismes, ça sera encore mieux. Maintenant, Dante fait son match hier aussi, tu vois, donc y a pas grand-chose à dire. D'ailleurs, je vais dire une chose. Je l'ai beaucoup critiqué, je lui ai beaucoup chié à la tronche. Merci Dante pour ton coup de gueule à la 50e. Enfin, j'ai vu un capitaine à l'OGC Nice. Depuis Et le je début tiens de à le dire saison. parce que ouais, ouais, mais là, ce geste, il était encore plus marquant. Mais depuis le début de la saison, c'est beaucoup mieux. Mais là, c'est vraiment, il est marquant ce geste. Enfin, ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas vu ce geste-là. Donc, ça fait très plaisir. Donc voilà, Dante fait son match. Maintenant, je pense que à terme, on pourrait aussi avoir un Melvin Barr qui puisse vraiment faire souffler Dante. Et on va dire jouer, mais plus peut-être sur les deux postes, faire souffler l'un puis l'autre. Et lui sera un peu là tout le temps. C'est fort probable. Maintenant, le mettre complètement, enfin, de côté, hein, c'est un grand mot, mais en tout cas, le faire jouer un peu les seconds matchs, je trouve que c'est un tout petit peu dur pour Melvin Barr. Mais bon, on verra. Pierre, est-ce que finalement la relève de Dante, ce ne serait pas Melvin Barr? Il avait été très performant quand il était rentré dans la défense centrale. Finalement, c'était lors du dernier match, bah ouais, c'était contre Monaco. On avait pu du coup aligner Melvin Barr et Ali Abdi ensemble sur le terrain. Et il avait été plutôt performant parce que Melvin Barr, justement, c'est un joueur qui va bien contenir les attaques adverses parce qu'il a un profil plus défensif en tant que latéral. C'est pas forcément l'idée du latéral moderne du coup qu'on se fait et qui fait des allers-retours entre la défense et l'attaque. Mais c'est pour ça que justement pour moi, soit il peut rentrer dans cette défense centrale et ça va apporter une solution de plus à Francaise, soit comme il est très complémentaire à Abdi sur le côté gauche, et bien du coup sur certains matchs, ça, il pourra être une solution à gauche. C'est-à-dire que sur les matchs face à des blocs bas, donc face à des plus petites équipes, peut-être qu'Ali Abdi va permettre justement d'apporter ce côté offensif et peut-être de percer les défenses adverses plus facilement. Et sur des matchs où on devrait logiquement se retrouver plus en difficulté, Melvin Barr peut apporter ce côté défensif qui fait beaucoup de bien. Et donc je pense que les deux joueurs auront leur rôle à jouer cette saison, quoi qu'il arrive. Et c'est deux superbes joueurs dans cet effectif. Donc Francaise, après voilà, ça c'est ce que j'appelle les choix de riches, entre guillemets. Mais il en faut et il vaut mieux se poser ce genre de questions plutôt que de ne pas avoir assez de joueurs, quoi. Ouais. Ouais. Ah, bah, c'est vrai que si on compare sur le côté droit, c'est catastrophique, quoi. Alors C'est. justement, Ouais, c'est. parlons-en parce que là, Jonathan Klaus, depuis le retour de la trêve, alors j'embrasse Maxime hein, qui passe par là, le copain de Ala Commanderie, qui nous avait prévenu, hein, nous avait dit Klaus très bon à l'approche d'une trêve internationale, retour de trêve internationale, c'est un peu compliqué. Je le trouve un peu ouais, peut-être un peu à bout de souffle, il a pas mal enchaîné, il y a eu voilà, cette petite blessure, cette alerte contre Monaco qui ne lui a pas fait démarrer la rencontre. Mais surtout, c'est que tu n'as pas on va dire la même qualité en tant que numéro un, numéro 2, même si Loucher a fait peut-être son meilleur match contre Monaco. Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste de réflexion derrière au niveau du mercato hivernal, Anto, sur ce poste-là de piston droit? Je sais pas, mais en fait, c'est tellement dommage parce que son début de saison, il est très bon. Des fois, c'est difficile défensivement, mais on sait que c'est pas son fort. Mais là, c'est catastrophique. Enfin, franchement, j'espère vraiment qu'il va se remettre la tête à l'endroit très vite. Et peut-être qu'il faut que Deschamps il ne sélectionne pas. Ou alors peut-être qu'en retournant en équipe de France, ça lui fait moins, plus, moins. Donc du coup, ça fera plus. Donc il sera bon. J'en sais rien, mais c'est cata. Il n'y a pas une passe qui est réussie. Défensivement,
il est à l'agonie. Heureusement que tu as des mecs à côté qui sont très solides, hein, et peut-être qu'heureusement hier aussi, dans ce schéma-là qu'on a eu, d'avoir deux milieux, ton double pilier qui soit très défensif, ça nous a aidé. Mais ouais, Jonathan Klaus, franchement, je suis vraiment à me demander si je préfère pas Tom Louchet. Tom Louchet, je pense qu'il a encore beaucoup de progrès à faire pour être un titulaire en Ligue 1. Donc non, c'est très 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 dur. Il n'y a pas un centre qui va bien, il est toujours en retard, alors Mais que normalement déjà, c'est sa force. est-ce qu'on l'a vu en position vraiment offensive hier? Oui, il y a eu ce tir croisé raté en première mi-temps, mais moi, j'ai pas le souvenir de m'être dit. On a tellement vu Abdi présent, consistant et décisif aussi, que on oublie que de l'autre côté, tu as quand même un piston droit international français qui bah, est passé un peu à côté de sa rencontre, quoi. Ouais, non, mais et puis les enchaîne, tu vois. Il y a cette frappe. Alors toi, tu m'as dit que la passe de Bogal Pour était pas moi, très bien donnée. Pour Peut-être. moi, la passe de Boga, je sais pas ce qu'en pense Pierre, sur l'occasion de Klose, elle est trop sur lui. En fait, ça force Klose à se dégager du ballon, à perdre du temps. Et puis, bon, après, ça n'explique pas le fait il doit cadrer, hein. Il doit cadrer, on est bien d'accord. Mais il perd du temps. Il perd du temps. S'il la met 1,50 m devant, mais encore une fois, le dernier geste, le déchet technique, parce qu'il y a eu énormément de déchets techniques, surtout en point à mi-temps, à défaut d'avoir eu la maîtrise. Enfin, on a eu une certaine maîtrise technique, mais dans le dernier geste, c'était quand même très très compliqué. Mais voilà, cette situation, bon. Pierre, t'en ressenti un peu sur le match de Klose, sur la période qu'il traverse. Bon, on nous l'a présenté comme étant un piston droit, offensif, qui percutait, mais hier, on l'a peu vu dans ce registre-là. Et puis défensivement, il nous a fait du Klose, quoi. Beaucoup de déchets, effectivement. Pourtant, il nous avait habitués en début de saison à distiller de très bons centres. Finalement, c'est Abdi qui a pris la relève maintenant, mais de toute façon, on le voit hein, qu'il est en difficulté. Si on regarde les statistiques, on l'a vu hier, Nice est passé à gauche la plupart du temps de ses attaques, parce que justement, à droite, bah, c'est plus en difficulté. Voilà. En plus, Shaw avait ce côté plus axial là, donc le côté droit était quand même assez vide, hein, très clairement. Et d'où l'idée de passer davantage à gauche. Je pense il était un peu meilleur, je pense, que ses prestations à Nantes et à Budapest. En même temps, c'était pas très compliqué. Mais effectivement, sur l'action de but qu'il a, il est presque surpris de recevoir le ballon. Je pense du coup, il se précipite dans son geste, ce qui est dommage parce que il était plutôt bien démarqué. Et on sait qu'il est meilleur à l'approche des trêves internationales. Bon, ben, on espère qu'il se réveillera et qu'il fera deux belles prestations, que ce soit face à Twente et face à Lille, puisque ce sera des matchs très importants. Donc, si ça peut le remettre un peu en confiance avant de rejoindre l'équipe de France, évidemment, on dit pas non. On va rester sur cette partie-là du terrain en parlant d'un joueur qui, mine de rien, est en progression sur les dernières semaines. Il s'agit de Mohamed Abdelmonem. Qu'est-ce que vous avez pensé de son match, messieurs? L'impression que depuis Nantes, il retrouve quand même de la confiance. Ferencvaros, pardon. On va dire que c'était un accident collectif où on peut difficilement trouver des coupables individuels. Anto, t'as pensé quoi du match de Abdelmonem? Et j'ai l'impression, au même titre que le match de Monaco, qu'il a besoin de se faire bouffer sur un duel en début de match pour véritablement rentrer dans sa rencontre. Minamino contre Monaco, Mama Baldé contre Brest qui lui met un coup d'épaule qui le fait décoller. Et puis après, assez solide dans les duels et en progression. Ouais, même si je pense qu'un Baldé, il joue le coup intelligemment en réalité. C'est juste qu'il se retourne pas assez vite. S'il arrive à se retourner assez vite, il se fait taper dans le dos, il y a faute. Et je pense qu'il la joue comme ça, mais il va pas assez vite. Bon, bref. Peu importe, Abdelmonem, bah, ça progresse bien. Et alors, on ne dira pas qu'il est au niveau de peut-être notre meilleur défenseur depuis le début de la saison et un des meilleurs défenseurs de Ligue 1, bon Bito. Mais en tout cas, c'est de mieux en mieux. Tu comprends l'aspect de son jeu. Il joue beaucoup à la tête en réalité, alors qu'il est assez jeune. Mais il joue beaucoup à la tête et c'est assez intéressant. Il a d'autres qualités que Bombito, donc ça se complète bien. Et il est vraiment en train de monter en puissance. Alors, il y a encore des petits soucis. Mais il a des très bonnes choses. Et en plus, dans une défense à 3, on a besoin de défenseurs qui cassent les lignes avec la passe. Et lui, il le fait très bien. Il fait cette transversale vers Ali Abdi. Et elle est parfaite pour le coup.
Mais il y a aussi des passes qui cassent le jeu. On voit qu'il cherche Boga en étant vraiment dans la transversale. Il va chercher jusqu'à Momocho, etc. Donc des fois, il y a du déchet. Mais forcément, quand tu essayes, il y a du déchet. Mais globalement, c'est très très bon. Et c'est pour ça que je te dis que je préfère avoir Youssouf au milieu pour l'instant, qu'on n'a pas grand monde. Et garder Abdelmonem titulaire parce qu'il le mérite. Et ça commence à très très bien marcher avec les mecs autour de lui. Pierre, tu rejoins un peu cet avis-là, en progression. Aussi à l'aise, on le voit en fait depuis Nantes, plus à l'aise balle au pied, on sent qu'il est en confiance. Voilà, et puis un profil assez atypique quoi. Je rejoins assez Anto sur le fait qu'il est assez intelligent dans sa manière de gérer les duels. Et puis aussi, il a ce vice aussi par moment qui lui permet de gagner des situations. On avait parlé du vice de Mohamed Ali Chaud la semaine dernière contre Monaco, mais c'est vrai qu'Abdelmonem, on a l'impression que c'est un vieux briscard en fait, qui a 300 matchs de Ligue 1 par moment. Alors on va pas s'enflammer, hein, parce qu'à côté on a Bombito, et c'est vrai que on va répéter semaine après semaine que c'est un titan, voilà, le titan Bombito exceptionnel. Mais voilà, plutôt rassurant et convaincu. Et en fait, Abdelmonem qui commence aussi, Pierre, à s'installer dans cette défense à 3. Non, mais c'est vrai que c'est bien, on a besoin d'avoir ce genre de joueur dans l'effectif qui a ce vice-là. C'est aussi ça, hein, le foot de haut niveau, c'est l'expérience. Il le montre, donc tant mieux là-dessus. C'est un joueur effectivement qui va nous apporter pas mal au niveau des sorties de balles. Quand on se retrouve dans des situations un peu hasardeuses dans notre surface, il va réussir effectivement à relancer le jeu et relancer l'équipe vers l'avant. Donc bah, c'est top. Il monte effectivement très bien en puissance. Je vais être un peu tatillon, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure sur Youssouf, c'est qu'il va avoir parfois des petits manques, mais ça, je pense que ça va venir avec l'expérience. Quand je dis ça, bon, je pense notamment au fait qu'il soit en partie fautif. Alors, il n'est pas seul, mais il est en partie fautif, par exemple, sur le but encaissé à Nantes. Il est complètement mangé dans le duel face à Minamino contre Monaco, mais finalement, le but avait été refusé. Mais voilà, il y a quelques trous d'air parfois. Voilà, ça c'est si je veux être tatillon, mais effectivement, il y a une belle montée en puissance. C'est un joueur, je pense, qui va beaucoup apprendre aussi aux côtés de Dante. Donc, de toute façon, Dante, on le sait, hein, c'est avec tous les défenseurs qui sont passés. Je crois qu'il entame sa 10e saison ou sa 9e saison. Il y a énormément de joueurs, de défenseurs qui ont progressé à ses côtés. Et Abdelmonem et bien sûr Bombito, qui lui continue d'être excellent, apprennent énormément aux côtés de notre Capitao. On reste dans le secteur défensif. Messieurs, j'ai une stat. À votre avis, euh, Marcin Bulka, hier, Ouais. il a réussi C'est pas- combien son pourcentage de passes réussies hier? J'étais sûr que t'allais l'assassiner. Son pourcentage de passes réussies, alors, j'ai pas vérifié, je pense que c'est au global. 57. Il a eu 35. Le salaud. Ouais, ça- Il a, il a vu la publication. Il a eu Non, même 35 pas. ballons. Il a eu 35 ballons à négocier. Je t'ai dit 57, j'ai rien vu passer, hein, perso. Ouais, entre 5, ouais, entre. Mais parce que passe, c'est les relances, c'est tous les petites passes. Les relances, alors je pense que tout a été mis enfin tout a été compris dedans. Ouais, Voilà. 35 passes. Je sais pas si c'est également les relances à la main, quoique il y en a de souvenirs, il n'y en a pas eu énormément. Mais voilà. 57%. ok. 57%, 20 passes sur 35. À titre de comparaison, Bizot, 38 ballons à négocier, donc sensiblement le même nombre que Boulka. 29 sur 38, 76%. Hier, au pied, Boulka, il a été flippant. Ah, il nous a mis dans des situations très dangereuses, hein. Mais fébrile. Fébrile. Alors que sur la ligne, en deuxième mi-temps, il a fait le job. Il n'y a pas eu de gros arrêts, si ce n'est peut-être cet arrêt du pied voilà, au niveau des 6 mètres où il fait le réflexe. Je ne l'ai pas trouvé rassurant. Et encore une fois, bah, voilà, on ne retrouve pas le Boulka serein, rassurant. Enfin, je veux dire, c'est difficile, je pense, pour une défense centrale.
lorsque tu sais que ton gardien, tu peux pas vraiment t'appuyer sur lui ou sur son jeu au pied. Hier, il a arrêté de faire des relances courtes à un moment donné parce qu'il a vu que ça fonctionnait pas. Il voulait pas se faire peur. Il a mis des longs ballons en deuxième mi-temps. Mais ouais. Anto, ton ressenti, alors là, je te dis les choses telles quelles, mais c'est En fait, particulier parce que Bulka, on l'apprécie énormément. C'est un joueur qui compte. Mais quand tu mets tout bout à bout, en fait, depuis le début de saison, t'as le match de Lens où il nous ouais, il récupère nous un emmerde. point. Hein. Mais c'est Ah, tu peux le chiant. dire. C'est Ouais, il nous chiant. emmerde. Parce que tu sais que tu as la prolongation en ligne de mire. Je sais que voilà, il y en a certains qui vont se dire non, mais il fait une fixette. Mais les gars, je veux dire, moi, je veux un gardien qui soit performant. Voilà. Je m'en fous. Après, qu'il gagne tant ou tant, ou qu'il soit important ou non dans le vestiaire, ou qu'il porte le brassard ou non. Je veux juste qu'il soit bon. Et là, le gardien, hier, des situations vraiment mais flippantes, quoi. Non, mais au pied, j'ai l'impression qu'il a un peu changé son jeu au pied. Et peut-être que ça vient de là aussi. Parce qu'avant, on avait beaucoup de. Alors, soit ça jouait assez court et on avait un peu plus de temps. Je trouve que cette année en Ligue 1, il y a beaucoup d'équipes qui pressent plus haut et plus rapidement. Donc, peut-être qu'il avait un peu plus de temps et ça lui permettait de jouer un peu plus court et tout ça. Donc, c'était un peu plus simple. Là, j'ai l'impression qu'il cherche vraiment des coups de pied qui sont plus efficaces, on va dire, pour le jeu. Alors, est-ce que c'est un changement ou c'est juste qu'il arrive plus et du coup on a cette impression-là, je sais pas. Mais j'ai l'impression il a vraiment cette recherche de renvoi efficace qui va aller plus vite à un joueur et donc du coup plus pouvoir enchaîner les occasions. Si c'est ça, bon bah vas-y continue et c'est pas trop mal parce que je pense que c'est très intéressant de faire ça. Maintenant, en fait, si c'était que le jeu au pied, ça serait pas très grave. Mais il est pas rassurant en fait, Bulka cette année. Quand il fait des arrêts, il repousse des ballons qu'il peut capter 100 fois. Il les repousse mal. Ça a été le cas à Budapest, ça a été le cas contre Monaco, ça a été le cas là. Des ballons anodins qu'avant, alors qu'avant il y avait des patates qui lui arrivaient dans les bras, il captait sans problème. Maintenant, des petites frappes, il les repousse. Je sais pas, c'est bizarre. En fait, est-ce que c'est sa prolongation qui apparemment au début ça lui convenait pas, puis finalement on lui a donné ce qu'il voulait et il a dit bah, maintenant que je suis en position de force, je veux plus signer. Bah, c'est bon quoi, au bout d'un moment, joue au foot. Va chercher ta place en équipe de Pologne que tu n'as toujours pas gagné et va chercher ta place dans un grand club parce que si c'est Barcelone qui lui fait envie, bah aujourd'hui moi je suis Barcelone, j'ai pas envie d'avoir Boulkat quoi. En tout cas celui-là. Pierre. C'est vrai que c'est un. Je pense que actuellement il a un jeu au pied où je le trouvais limite plus à l'aise avant. Là maintenant en ce moment, mais effectivement c'est dans tous les secteurs de jeu où il a du mal. Déjà les ballons de la tête, il est tout le temps en difficulté. On prend les buts systématiquement quand il y a une tête qui arrive. Et effectivement, des buts qu'on ne doit jamais prendre, hein, comme celui à Budapest, c'est presque un but de gag, quoi. Je veux dire, je pense que le Boulka de l'année dernière la sort. Et il est en difficulté parce qu'effectivement, dans la tête, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent, notamment liées à sa situation contractuelle. Donc, ce serait bien que ça soit rapidement réglé parce que pour lui, comme pour le club, c'est pas une situation très facile à gérer. Et on le sait, c'est alors, autant c'est pas forcément positif d'avoir le gardien comme meilleur joueur de l'équipe, parce que ça montre que l'équipe souffre, mais c'est autant par contre à l'inverse, c'est important de pouvoir dans les moments compliqués compter sur son gardien. Et là, c'est vrai que on le sent emprunté, simplement. On le sent emprunté, on le sent en difficulté sur les ballons qu'il a à gérer. Alors dans les sorties aériennes, il est toujours assez impérial. Ça, c'est le seul secteur où je trouve qu'il est toujours à l'aise. Mais c'est vrai que pour le reste, il va falloir qu'il se fasse violence. Ok, bah écoutez, on verra. Mais quand même, il faut quand même dire, il fait quand même des beaux arrêts. Hein. Ouais, Il est, au-delà de ça. il est décisif. Il Mais est voilà, décisif. si Pour en moi, fait. les arrêts qu'il fait, voilà, encore une fois, il fait le job. C'est-à-dire que c'est pas non plus des exploits. Il y a cette frappe de Pierre Lesmelou en première mi-temps. Il y a cet arrêt du pied. Il y a plusieurs fois où il arrive à boxer la balle. Il fait le job. Il encaisse pas de but. Je crois que de mémoire, c'est le deuxième clean sheet de la saison. Ce qui est quand même peu parce Ouais. que tu as eu Troisième, je crois. Sainté et tu as eu
Et tu as eu Saint-Étienne, Lens Brest. et Ah oui, Brest. Lens, Lens et Brest. troisième, Lens, ouais. effectivement. Lens, Brest, ouais. Effectivement. Messieurs, on va clôturer l'analyse de cette rencontre. Tous les sujets ont été un peu évoqués. Anto, tu voulais parler de quelque chose tout à l'heure, enfin, c'est peut-être le Ouais. moment. Ouais, moi je suis très content de ce début de saison sur l'aspect mental. Alors, j'étais un peu tiraillé parce qu'on n'arrivait pas à gagner les matchs et je savais pas si c'était mental ou quoi, j'en sais toujours rien d'ailleurs. Mais par contre, il y a un truc, on a beaucoup progressé. Alors, je pense que la venue de certains joueurs a aidé, notamment de Moïse Bombito et d'Ali Abdi. Il y a des joueurs qui se sont remis la tête à l'endroit, mais à l'image du capitaine qui est plus vocal, plus démonstratif et qui pousse plus, ben, j'ai l'impression que tout ce groupe-là, il est en train de prendre vraiment la conscience qu'il faut se battre pour gagner un match et que c'est pas facile. Et ça, et la vista. Il y en a beaucoup de joueurs qui commencent à avoir du vice. Il y a eu, la semaine dernière, il y a eu Mohamed Ali Chaud qui nous fait gagner peut-être le match avec ce carton rouge. Là, on a eu Evan Guessant, que j'avais jamais vu faire ça, mais il est allé chercher Pierre Lesmelou. Parce qu'on sait que Pierre Lesmelou, il peut dégoupiller un peu vite, on l'a connu nous. Et ben, il allait le chercher, il lui allait lui mettre des petits poussons, il a un peu chauffé. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus qui font ça. On a gagné énormément de temps. Alors, ça m'a un peu gonflé, j'avoue, parce que moi, c'est quelque chose que je reproche beaucoup. Je trouve que ça gagne du temps un peu trop vite en Ligue 1 et qu'il faudrait que les cartons sortent plus vite. On a gagné du temps, on a su couper un peu les moments où c'était très dur, ce qu'on ne faisait pas du tout avant. Donc, on est vraiment en train de. Je trouve on est passé dans un autre mindset. Et c'est très intéressant. Et il faut que ça continue comme ça parce qu'on gagnera des points grâce à ça. Que ça soit en faisant péter des câbles aux adversaires, en leur faisant faire des grosses erreurs, et puis en cassant le jeu quand ça va pas, et en faisant le dos rond, et on sait le faire maintenant. Donc moi je voudrais vraiment féliciter l'état d'esprit de l'équipe par rapport à ça, parce que c'est vraiment bien. C'est vrai qu'on C'est était trop gentils. ouais, c'est Mm. très bien On que était tu trop parles. gentils. Ouais. C'est très bien que tu parles de ça. Je te donne la parole après, Pierre, parce que ça va me permettre d'intégrer des stats que je vous ai pas donné. C'est les pourcentages de duels gagnés. Hier, il y a eu eh bien, énormément de joueurs qui ont gagné beaucoup de duels. Abdi en a gagné 8 sur 15 négociés, Dante 8 sur 10, Youssouf 8 sur 11, Abdelmonem 5 sur 11, Shaw 5 sur 9. Enfin, je veux dire, on est sur un duel sur deux gagné au global. C'est-à-dire qu'il y a duel à terre, duel aérien. Et donc, effectivement, moi, ce qui me rassure, c'est que hier après-midi, on a vu moins de football, on a vu moins de maîtrise technique. Par contre, on a vu de l'intensité, ça a répondu présent. Et quelque part, il y avait cette forme un peu de sérénité malgré le fait que on se faisait un peu tordre dans le jeu. C'est-à-dire qu'on a accepté aussi de, 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 de souffrir aussi parce que on savait que derrière on était présent. Et l'autre chose aussi, et je salue Cédric Ocancourt s'il passe par là, c'est la stat qu'il avait sortie hier, mais qui est très simple, 4 fautes. Nice a fait 4 fautes hier et a pris 2 jaunes. Donc c'est dire que voilà, il y a eu des faits un peu d'anti-jeu, mais quelque part ça répond dans les duels, ça répond proprement, il y a de la solidarité et surtout on défend et on agit proprement et intelligemment. Et ça, je pense que c'est à souligner et c'est symbolique aussi d'une certaine maturité qui est en train de s'accumuler de semaine en semaine. Pierre, je Mais te d'ailleurs, le jeune que tu prends, c'est Abdelmonem qui se fait un petit peu passer. Il prend pas de Abdelmonem, risque, il tire le maillot. qui, Mais qui se c'est fait passer normal. par Salah Ouais, qui est vraie frais et faute. qui vient de rentrer. Et puis il y a le jaune aussi de Dante qui, je crois que c'est de l'anti-jeu, je sais plus exactement, mais c'est pas une phase de jeu bien précise. Ouais. Pierre, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, effectivement, je trouve ils sont moins gentils entre guillemets que l'année dernière. Je trouvais on critiquait assez souvent l'équipe justement pour ce manque de hargne parfois qu'il y avait. Peut-être que l'équipe se battait pas assez. Euh, Mine de rien, on est peut-être davantage respecté aussi pour ça par l'adversaire, plus craint parce que on se laisse pas marcher dessus en fait tout simplement. Et ça c'est très important parce que au-delà de l'aspect physique, il y a aussi le message que tu renvoies à l'adversaire sur le plan mental et tu te laisses pas marcher dessus. T'es là pour gagner, t'es là pour avoir un état d'esprit conquérant. Et ça, on le montre cette année. Alors, est-ce que c'est un état d'esprit qui est insufflé par Rez justement dans le vestiaire? Peut-être aussi. Et c'est aussi l'arrivée de nouveaux joueurs qui apportent donc une autre mentalité.
Et c'est très intéressant, on est plus en maîtrise. Et quand on souffre, mais en sachant ce qu'on fait. Voilà. Alors, sur ce match-là, en tout cas. Et il y a peut-être eu cet électrochoc-là, ce qu'on disait par rapport au match à Budapest, où pour le coup, on souffrait en subissant, vraiment. Là, on a souffert, mais voilà, en maîtrisant malgré tout notre sujet. Donc c'était ça qui était intéressant et il faut absolument garder ça et continuer avec cet état d'esprit-là. Et il va falloir continuer dans cette dynamique-là dès jeudi avec eh bien, la réception de Twente. Alors je dis Twente, si ça se trouve je le prononce mal. Ouais. Pierre. Twente, c'est ouais, ça. c'est ça. À 18h45 à la Lance Riviera enchaîné ensuite par on a 4 matchs à domicile consécutifs. Les réceptions de Twente, Lille, Strasbourg et les Rangers, vraiment des rendez-vous. Même ensuite on enchaîne avec Lyon à l'extérieur. Vraiment c'est un calendrier de fou furieux, mais très très important surtout en Europe. Messieurs, merci beaucoup pour votre participation pour ce numéro. Nous on se retrouvera alors soit après Twente ou soit après Lille pour faire un condensé les deux. Mais étant donné que c'est 2 affiches quand même importantes, j'aurais bien envie de faire 2 numéros scindés en espérant éviter une bouillie comme la semaine dernière en Hongrie. Pierre, félicitations pour ta première. Tu me feras juste le plaisir d'enlever ton vibreur la prochaine fois de ton téléphone. Ça marche. Et merci beaucoup Anto aussi pour ton retour les gars, je vous souhaite une bonne Merci soirée. beaucoup. L'émission elle est à retrouver sur YouTube en vidéo et sur toutes les plateformes de podcast. Un grand merci à vous les gars, la Bayeta et à bientôt. Bah, Bon merci, choix. la baillette à toi. Ciao.